On est dans une salle de concert. Il fait bon, on est bien. La musique démarre et là, tout d'un coup, un truc bizarre parcourt le corps. Les poils se dressent. C'est la fameuse chair de poule. Un phénomène qu'on connaît tous, mais qui reste super mystérieux. Pour cette analyse, on va piocher dans les trouvailles du blog Tu savais ça, un site qui adore les infos qu'on croit inutiles, mais qui sont en fait absolument indispensables pour comprendre ce qui nous touche. Oui, c'est ça, la grande question. Parce que, franchement, c'est un paradoxe. Biologiquement, rien ne devrait faire qu'un morceau de musique ou un tableau magnifique déclenche la même réaction physique que le grand froid ou la peur panique face à un danger. C'est cette contradiction qu'on va essayer de démêler ensemble. Alors voilà notre feuille de route. On va d'abord définir ce frisson, puis on va faire un saut dans le passé, à ses origines. Après ça, on verra comment le cerveau a, en quelque sorte, piraté ce vieil instinct. On se demandera aussi si tout le monde ressent ça, et on finira par voir ce que ça dit de notre rapport à la beauté. Allez, on commence par les bases, parce que ce truc a un nom scientifique, et il est, disons, un peu moins mignon que chair de poule. L'orépilation. En gros, c'est la contraction de tout petits muscles, les muscles arrecteurs, qui sont attachés à la base de chacun de nos poils. C'est une réaction totalement involontaire, c'est pas nous qui décidons. C'est notre système nerveux sympathique qui la commande, le même qui gère nos réponses de lutte ou fuite. Bref, un réflexe pur et dur. Ok, mais alors, pourquoi on a ce réflexe? Pour le comprendre, il faut remonter le temps, à une époque où nos ancêtres étaient, un peu plus poilus que nous. Pour eux, ce réflexe était vital. D'abord, en hérissant leurs poils, ils créaient une petite couche d'air isolante pour avoir moins froid. Ensuite, super important, face à un prédateur, cette toison qui se gonfle d'un coup, ça les faisait paraître plus gros, plus menaçants. Et enfin, c'était un signal social hyper clair pour dire au reste du groupe « Attention, j'ai peur » ou « Je suis en colère ». Et c'est là que toute l'histoire devient bizarre. L'évolution nous a fait perdre notre épaisse fourrure, ce qui rend les deux premières fonctions complètement inutiles aujourd'hui. Mais le mécanisme, lui, il est resté. Il est toujours là, câblé dans notre système nerveux. C'est comme un vestige archéologique sur notre propre peau. Du coup, si ce n'est plus pour se protéger du froid ou d'un tigre à dents de sabre, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand une simple mélodie déclenche cette vieille alarme corporelle? Le contraste est juste dingue. Le cerveau a littéralement recyclé un ancien circuit de survie. Les déclencheurs ont complètement changé. On est passé du danger physique à l'émotion esthétique. Mais la réaction du corps, elle, n'a pas bougé d'un poil, si on peut dire. Et au niveau chimique, c'est un véritable cocktail. Le système nerveux lâche de la noradrénaline, l'hormone de l'alerte, qui fait se contracter les muscles. Mais, en même temps, le cerveau libère de la dopamine, liée au plaisir, et des endorphines, pour le bien-être. C'est ce mélange complètement paradoxal d'alerte et de plaisir qui crée cette sensation si unique. Donc on comprend le point clé, notre corps est encore piloté par des instincts très anciens, mais notre esprit les a détournés pour célébrer des choses complètement nouvelles et abstraites, comme l'art. C'est un réflexe animal qui s'est mis au service de nos émotions les plus humaines. Bon, le mécanisme est donc le même pour tout le monde. Mais est-ce qu'on le ressent tous de la même façon? Eh bien non, pas vraiment. Des études montrent qu'il y a de grosses différences entre les gens. Environ 30% des personnes sont très sensibles aux frissons esthétiques. À l'opposé, à peu près 20% n'y seraient pas du tout sensibles, peu importe la beauté de l'œuvre. Et la majorité, bien sûr, se trouve quelque part entre les deux. Et cette différence, elle est aussi culturelle. Le réflexe est le même partout, mais chaque culture a ses propres mots et ses propres déclencheurs favoris. Au Japon, le kendo peut être provoqué par un poème. En Inde, la romarshana par certains chants. En Suède, les Friesninger peuvent venir en regardant la nature. Et dans le monde arabe, le tarab est une sorte d'extase musicale qu'on ressent en groupe. Maintenant qu'on y voit un peu plus clair, regardons comment notre monde moderne a appris à connaître et même à se servir de ce réflexe. Eh oui, ce frisson intime et personnel est devenu une cible marketing. Les compositeurs de musique de film comme Hans Zimmer sont des experts pour construire des crescendos qui garantissent la chair de poule. La pub s'en sert pour créer un lien émotionnel fort. Et même les vidéos d'ASMR sur Internet jouent sur ce circuit pour nous provoquer des vagues de picotement. La science s'est emparée du sujet de manière très concrète. Et cette histoire est assez folle. Des chercheurs de Harvard ont carrément mis au point un détecteur de chair de poule avec des capteurs pour mesurer l'intensité des frissons et en gros pour quantifier l'impact émotionnel d'une œuvre. Et d'après leur étude, voici quelques-uns des morceaux les plus efficaces pour déclencher la réaction à coup sûr. On y trouve des grands classiques, évidemment, mais aussi, de manière assez surprenante, la bande originale du Roi Lion. La preuve que ça marche au-delà des genres et des époques. Tout ça nous amène à une idée vraiment
puissante. Et si la chair de poule était une sorte de détecteur de beauté, inscrit directement dans notre peau? Comme si notre corps réagissait à quelque chose de grand, de profond, de signifiant, avant même que notre cerveau ait eu le temps de l'analyser et de mettre des mots dessus. Cette idée soulève une question pour aujourd'hui. À force de chercher le frisson, de vouloir le provoquer artificiellement avec les écrans, les algorithmes, les expériences immersives, est-ce qu'on ne risque pas de s'y habituer, de devenir insensible à cette réaction qui est si précieuse? Ou alors, au contraire, peut-être que ce réflexe est notre boussole la plus fiable, un critique d'art qu'on ne peut pas corrompre, hérité de la préhistoire, et qui nous rappelle, le temps d'un frisson, ce qui nous touche vraiment. Ce vestige animal est peut-être, au fond, la chose la plus profondément humaine en nous.